Le type dans la voiture, c'était moi, il y a 15 ans. Assez content de mon coup, j'avais décroché une visite chez Monsanto, le temple très fermé de la toute nouvelle agriculture transgénique. C'est une révolution dans la production mondiale d'aliments et de fibres. C'est une super technologie, une excellente technologie. Mon guide surjouait l'enthousiasme. Mais en vérité, la firme ne rigolait pas. Maintenant, je vais vous demander de bien vouloir éteindre la caméra, car nous allons passer devant les laboratoires. Ils avaient modifié des plantes, déposé des brevets et comptaient bien gagner des millions. On en vient donc à ce qu'une plante devienne la propriété d'une société privée, on pourrait dire ça. Je ne suis pas la personne à qui poser cette question. Je crois qu'un avocat serait plus à même de vous répondre, car je ne suis pas habilité. Ça aussi, c'était nouveau. Les avocats allaient débarquer en force dans l'agriculture. En Europe, certains avaient, comment dire, manqué d'enthousiasme. Le grand public se méfiait et l'industrie transgénique peinait à imposer ses graines modifiées. À l'époque, je pensais que les plantes mutantes allaient rester une sorte de gadget alimentaire nord-américain. Un peu comme le poulet à l'eau de Javel ou le sandwich géant en forme de voiture. En fait, je me trompais. Les OGM sont partis à la conquête du monde. Conçus pour fonctionner avec un seul herbicide, le glyphosate. Le glyphosate est un produit génial. Il n'y a pas mieux. Dangereux pour la santé ou pas, les controverses n'ont jamais cessé. Demandez à Monsanto les tests qu'ils ont fait avec du soja Roundup donné à long terme aux animaux. C'est 0 pointé. It's a lie. I do not believe that glyphosate is causing increases in cancer. You can drink a whole quart of it and it won't hurt you. You want to drink some? We have some here. Avec 15 ans de recul, nous pouvons quitter les querelles de laboratoire. Aller là où l'agriculture transgénique a tout envahi. Ils viennent pratiquement tous de zones rurales fortement exposées aux agrotoxiques. Nous refusons la mise en culture des OGM. Aujourd'hui, les OGM sont à nos portes. Je voulais découvrir comment ils avaient conquis autant de terrain en si peu de temps. Et surtout, s'il nous restait encore la liberté de choisir. En diminuant la pollution provoquée par les pesticides, les OGM peuvent jouer un rôle dans la protection de l'environnement. Ayons foi dans la science, ayons foi dans l'avenir. Comment savoir si l'on mange les plantes à super pouvoir de l'industrie transgénique? S'il y en a, normalement, ça doit être mentionné sur l'étiquette. Et de fait, il y en a très peu. En revanche, avec quoi est-ce qu'on nourrit les animaux avant qu'ils finissent en barquette? C'est écrit « de nourriture 100% végétale ». Et ça veut dire quoi, végétal? Je vais remonter toute la chaîne jusqu'aux éleveurs. Facile, ça commence là, sur la barquette. Il y a des numéros de téléphone pour l'information du client. Service consommateur, bonjour. Oui, bonjour madame. Voilà, je vous appelle pour savoir si dans les barquets de poulet et de porc que vous vendez, il s'agit d'animaux qui sont nourris au soja transgénique. Alors, je peux pas vous répondre comme ça de manière générale. Vous avez un code barre de produit ou pas? Donc c'est 2 6 6 6 9 6 1 0 1 5 6 1 3. Bonjour. Oui, bonjour. Non, mais je crois qu'on donne pas suite à votre appel. Ah, vous voulez pas nous parler? Non, j'ai vu... je crois que j'ai vu un mail passer, ouais. D'accord. Bon. Voilà. Ok, je vous remercie madame. Au revoir. Des semaines de coups de fil et les barquettes restaient muettes. Un homme a accepté de me parler.
C'est le premier représentant des industriels de l'agriculture française. Qu'est-ce qu'ils mangent les animaux d'élevage en France? Alors la protéine, on la trouve essentiellement à travers deux sources. Une source made in France, ça c'est la première source, c'est à peu près 65% de nos besoins en protéines. Et le reste? Et le reste, c'est importé. Le 45%, c'est essentiellement du soja nord- et sud-américain. Alors en gros, il n'y a qu'un petit peu moins d'une bête sur deux qui consomme de l'OGM. On peut le dire comme ça, alors ça dépend des espèces, parce qu'évidemment, il faudrait rentrer un peu plus dans le détail. Et comment se fait-il qu'il n'y ait pas un éleveur, et on a passé genre 50 coups de fil, qui accepte de reconnaître qu'il donne à manger à ses bêtes du soja argentin? Parce qu'il y a une sorte d'omerta sur ce sujet OGM aujourd'hui. La pression médiatique est extrêmement forte. Et un éleveur, aujourd'hui, c'est un maillon essentiel de la chaîne alimentaire. Et souvent, c'est sur lui que pèsent les soupçons, la suspicion. On l'a vu sur des affaires récentes, depuis une dizaine d'années. Il y a eu quelques affaires malheureuses. Et lui, c'est son gagne-pain quotidien. J'ai comme un doute. Ça, c'est la première source. Je me demande si les éleveurs français n'ont pas peur que le ciel leur tombe sur la tête une fois de plus. Et s'il y avait quelque chose qui clochait? J'apprends qu'au Danemark, certains éleveurs connaissent des maladies étranges sur leurs bêtes. Ici, la totalité ou presque des animaux d'élevage sont nourris au soja OGM. Depuis quelques années, les élevages de cochons sont frappés d'une maladie aux causes inconnues. Des vagues de diarrhée violentes, souvent mortelles. Les éleveurs danois l'appellent la mort jaune. C'est incroyable. Ils sont ici depuis 5 semaines et aucun n'est mort. Aucun n'est mort, et c'est pas normal? C'est inhabituel. Mais peut-être que demain j'aurai un mort. Vous voyez, il y a un peu de diarrhée ici et un peu là-bas. Il y a un cochon là qui en a sur ses jambes. Il faut y faire attention. Petersen est un technicien de l'élevage. La nourriture de ces bêtes est gérée par ordinateur, animal par animal. Comme tous les éleveurs danois, Petersen a longtemps utilisé les farines de soja OGM. Quand est-ce que vous avez commencé à utiliser du soja OGM? Le premier bateau est arrivé en 1996. Quand on a commencé, on utilisait 20% de soja OGM. Puis ça a augmenté graduellement. Et en 2012, le soja OGM représentait 90%. Comme tous les éleveurs, Petersen faisait face aux diarrhées. Un jour, juste pour voir, il a essayé un truc. Pourquoi vous avez décidé tout d'un coup de revenir au soja non OGM? Retour à la normale. Pour voir si ça marchait? Oui, juste pour voir ce qui allait se passer, si j'allais voir une différence. Je ne l'ai pas dit à mon responsable de troupeau. J'ai juste remplacé le soja et ajusté les rations pour qu'il y ait autant de protéines. Et 2 jours plus tard, mon responsable de troupeau m'a demandé si j'avais changé la nourriture. Je lui ai dit oui. Pourquoi? Il y a un problème? Non. Regardez, il n'y a plus de diarrhée. J'utilisais 100 ml d'antibiotiques par jour pour soigner cette diarrhée. Jusqu'à 30% des porcelets mouraient, c'était très grave. Et ce qui est formidable, c'est que depuis 3 ans que l'on est repassé au non-OGM, on n'a plus jamais eu aucun problème de diarrhée. À lui tout seul, Petersen a semé un sérieux doute au royaume du Danemark. Et si quelque chose dans le soja transgénique était la cause de ces maladies digestives? Dans le pays, d'autres éleveurs se sont fait entendre. Un éleveur de vaches a dû abattre 650 de ses bêtes en septembre 2013. Les vaches donnaient naissance à leurs veaux et 2 jours après, elles ne pouvaient plus marcher. Elles tenaient plus debout. C'était vraiment mystérieux. J'ai élevé du bétail toute ma vie et j'avais jamais vu ça. Elles abandonnaient.
comme si elles avaient envie de mourir. On a besoin d'aide parce qu'on ne trouve pas le problème. C'est pour ça que j'ai des cheveux blancs, parce qu'on a eu un sale hiver. Bien sûr, ça vous préoccupe. J'ai un film ici. Cette vache noire. Et ces vaches, elles sont plus vivantes aujourd'hui. Non. Je crois que nous avons enregistré cette vidéo juste avant qu'on les abatte. Donc là, ce que vous donnez à manger à vos bêtes, c'est du soja OGM. Oui, c'est toujours du soja OGM. Il n'y a rien d'autre? Je pense qu'on peut trouver, mais c'est beaucoup plus cher. Vous avez essayé des alternatives? Non, personne au Danemark nous a dit quoi faire. Personne. Le gouvernement danois ne veut pas voir. Il ne veut pas entendre. Ne pense pas que c'est important. Est-ce qu'il y a le même genre de choses autre part au Danemark? Vous connaissez d'autres fermiers dans votre cas? Oui, on en a entendu parler. En réalité, le gouvernement danois n'est pas resté inactif. Il a commandé une étude sur l'impact sanitaire des résidus de pesticides dans le soja transgénique. Pour moi, il y a un lien entre ces vagues de diarrhée et les bateaux de soja provenant d'une certaine zone en Argentine. C'est la même concentration. Au même moment, les bêtes sont malades. Qu'est-ce qui se cache dans les cales des bateaux? Théoriquement, les limites légales de produits chimiques sont contrôlées. Est-ce qu'il y aurait autre chose? Je vais faire le voyage à l'envers, vers l'Argentine. L'agriculture transgénique y a transformé les plaines en tableaux Excel géants. Les chiffres donnent le vertige. En 15 ans, la surface cultivée a été multipliée par 3. 22 millions d'hectares d'OGM. Et 10 fois plus de produits chimiques. L'Argentine produit du maïs, du blé, mais surtout du soja. Pour nous, pour nos animaux. Difficile de ne pas être envahi par un sentiment d'abondance. On dirait que ça marche, l'agriculture transgénique. La grande majorité des semences vient de firmes américaines. Mon périple va commencer chez des seigneurs du soja, la famille Vaccarezza. Depuis 4 générations, ils habitent cette belle propriété isolée, à 45 km du dernier village. Ils cultivent près de 2000 hectares de soja OGM. Combien ça fait, 2000 hectares? À peu près 1000 terrains de football. Ces 20 dernières années, tout ça s'est transformé en un océan végétal. Le processus a été progressif. Au début, les deux sojas cohabitaient. Et puis soudain, le soja ordinaire a disparu. Il a été abandonné et le soja OGM résistant au glyphosate s'est imposé partout. Voilà pourquoi ils sont si nets et bien alignés, les champs de soja transgénique. Parce qu'ils sont arrosés d'un herbicide puissant, le glyphosate. Santiago se souvient encore de sa première pulvérisation. J'avais peur de tout brûler quand j'ai répondu le glyphosate. Et puis non. Voilà comment ça marche. Un champ OGM n'est pas labouré. Personne n'arrache les mauvaises herbes. Alors tout pousse ensemble. Le soja risque de se faire étouffer par le chien-dent. C'est là qu'intervient le glyphosate. Cet herbicide brûle tout. Tout sauf le soja transgénique. Pourquoi? Parce qu'il est modifié pour résister. En quelque sorte, il est devenu ignifugé. Autour des champs de soja OGM, il y a des maisons abandonnées. Ici,
vivaient les ouvriers agricoles qui labouraient les champs et arrachaient les mauvaises herbes. Ils sont partis. Le couple OGM-herbicide fait le boulot à leur place. Combien de personnes pour entretenir ce champ? 3 personnes. Oui, 3 personnes. Quoi, pour 2000 hectares, 3 personnes? Oui, enfin, 1200 hectares cultivés. Et avant? Avant, 4 ou 5 fois plus. 5, 6, 7 personnes. Oui, d'accord, il y a moins de main-d'œuvre, mais on dépense beaucoup plus en produits chimiques. Alors au niveau du coût de revient, c'est la même chose. Ouais, mais le rendement est bien meilleur. Avant, les Vacarezza payaient des paysans. Aujourd'hui, ils versent le même argent aux multinationales du transgénique. Si on avait mauvais esprit, on dirait que le soja OGM, c'est Robin des Bois à l'envers. Il prend l'argent des pauvres pour le donner aux riches. Et il donne beaucoup. Les OGM sont devenus la machine à cash de l'Argentine. À Buenos Aires, le meilleur soutien de l'agriculture transgénique, c'est le gouvernement. Au ministère des Sciences, nous avons rencontré Monsieur OGM. Combien d'argent ça a rapporté à l'Argentine, la culture du soja, depuis 15 ans? Entre 1996, l'année d'arrivée des OGM, et 2011, on estime que c'est autour de 65 milliards de dollars. Ce sont des bénéfices pour l'État. En grande partie, le rétablissement miraculeux de l'Argentine depuis les grandes crises économiques, on le doit à ses exportations. La présidente de la République argentine est le meilleur soutien des OGM. Ça, c'est la brochure de Monsanto. J'en suis très fière. Ça veut dire qu'ils vont investir, sinon ils ne feraient rien. Juste devant le palais de la présidente, je tombe sur un campement de fortune, nettement moins festif. Des familles entières vivent sous des bâches en plastique. Ce sont des paysans pauvres venus de la lointaine province du Chaco. Ils se sont installés là pour que le gouvernement voie de ses yeux l'impact humain de l'agriculture transgénique. On n'a rien à manger, parce qu'on n'a plus de boulot. Ils nous prennent nos terres et nous poussent dans les bidonvilles des banlieues. Ils veulent juste semer du soja. Mais leur soja n'a pas besoin de main-d'œuvre. Juste 1 ou 2 personnes, c'est tout. Alors pour vous, le soja était une malédiction. Ça suffit le soja. Les humains ont le droit de vivre aussi. Le Chaco est la dernière frontière en voie de conquête par les OGM. Des centaines de kilomètres sans un seul virage. Je lutte contre la somnolence en comptant les panneaux publicitaires de l'industrie transgénique. Les paysans m'ont parlé d'un village des damnés. C'est ici. À l'entrée de la bourgade se tient un centre d'expérimentation de Monsanto où sont testés en secret des OGM et des produits chimiques. Juste après, il y a un aérodrome d'où partent les petits avions jaunes qui pulvérisent les pesticides. En plein milieu des champs de soja OGM se tient le village de Aviateray. Ce quartier a été construit par une ONG. Les habitants sont presque tous des ouvriers agricoles au chômage. Je remarque une petite fille. Elle a des cheveux qui lui poussent sur tout le corps. Elle est née comme ça, votre petite fille? Oui, elle a ça de naissance. Vous savez ce qu'elle a? On a fait des études? Les médecins l'ont déjà beaucoup étudié. Il manque un dernier examen à Buenos Aires. Et ils me donneront peut-être le diagnostic final. L'eau du village vient d'un puits juste sous les plantations de soja transgénique. C'est par là que passe l'eau. Cette eau-là, c'est ce que vous buvez? Oui, c'est celle qu'on boit, on n'a pas d'argent pour en acheter.
Ah, ça signifie que les produits chimiques se mélangent avec votre eau potable? Oui. Et on habite juste là. La petite Nadia a 12 ans. Depuis l'âge de 2 ans, elle est atteinte d'une maladie dégénérative. Elle s'éteint à petit feu, sous le regard de sa famille. Ses parents ne savent pas de quoi Nadia souffre. On est allé à Buenos Aires, il l'étudie et il n'y a rien à faire avec elle. Ils savent ce qui s'est passé? Pourquoi? Ils disent que ça peut être génétique, mais que ça s'est compliqué à cause des fumigations. C'est les médecins qui vous ont parlé des herbicides? Oui, c'est ce qu'ils m'ont dit. Et dans le village, il y en a beaucoup des enfants difformes. Il faut le faire savoir. Je me sens mal parce que je voulais le meilleur pour ma fille. C'est dur de ne pas détester le destin. J'ai traversé des moments très durs avec elle. J'ai même atteint des moments où j'ai cru baisser les bras. Souvent, j'ai voulu la cacher. Mais jusqu'à ce que Dieu décide de son sort, je dois l'aider. Les habitants vivent dans la peur d'un tracteur. Celui qui répand soit de l'eau, soit du Roundup, le glyphosate de Monsanto. Pour les habitants, l'herbicide n'a qu'un seul nom, le venin. Quand tu te réveilles et que tu entends le tracteur qui traite le champ avec son venin, personne ne sait rien. Je rentre mes enfants à la maison et je m'enferme. Soudain, on nous alerte. En voilà un justement de tracteur. Il est en train de remplir ses cuves près du puits. De l'eau ou des pesticides? Pour les produits chimiques, la loi est claire. Les épandages sont interdits à moins d'1,5 km des maisons. Si nous parvenons à le filmer, c'est la preuve d'un délit. Ils sont partis. Ils doivent pas être loin, non? Ils se sont rendus compte que vous étiez là. Je décide d'aller voir là où se tenait le tracteur. Les villageois m'ont dit de me méfier d'Alberto, le gardien. Paraît qu'il n'est pas commode. Nous filmons en caméra discrète. Hola. Buenas tardes, señor. Somos de Francia. Estamos haciendo un trabajo sobre la soja porque los animales en Francia se comen la soja de Argentina. Somos filmadores, periodistas. Como quieran. Entren si quieren. Ok, ok. Entren para allá, no sé, como quieran. Ok, muy bien. Fíjense, no sé el estudio que hacen ustedes, ¿verdad? Sí, no hay problema. Ok. Ah ouais, là c'était un puits, c'était de l'eau on dirait. En fait, il était peut-être en train de prendre de l'eau le camion.
Tu vois, parce qu'il y a un puits là. C'est là qu'il était. Ah 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 ah. Donc, ouais, glyphosate. Ah, donc c'était vraiment de l'herbicide. Glyphosate. Ça c'est du glyphosate. Il est bien planqué quand même. Ça c'est du fertilisant. Muchas malezas, ¿no? Que crecen. Casi, un chaco así. Hay muchas malezas. Mucha maleza y que cura. ¿Cómo lo arreglo, la maleza? Sí, se cura con veneno. Se cura con veneno. Sí. Randa, eso que le dicen. Roundup. Ajá, para matar yuyo. Acá poco se lo utiliza para los animales. ¿Sí? Sí. Se lo exporta, ¿no? Sí, porque vos sabés que vos a la gallina le das las hojas y el huevo no puedes comer. El huevo no puede comer. Hediondo. Una cosa que no lo vas a comer. ¿Por qué? Hediondo tiene un olor feo. Tiene un olor feo. Sí. La gallina que come esta soya... No vas a comer el huevo. Porque el olor es malo. Igual vos le das al chancho o al que sea y no vas a comer la carne. Ah. Es feo, un olor feo tiene. Entonces las sojas solo para exportación. Sí. Para afuera. Sí, para afuera. ¿Es tratado, es curado este campo? Hacia el barrio allí? Ajá, ajá. Ok. A ese barrio malandro que han puesto ahí. ¿Malandro? ¿Por qué? Te roban lo que no tenés, ¿eh? Ah. Tazos, malandros metió ahí. Ay, sí, no sabía. Porquerías son. Malandras de mierda, unas villas esas. El año pasado hubo una reunión en el SIC. L'année dernière, il y a eu une réunion avec les producteurs de soja, les responsables des fumigations. Nous étions plusieurs villages. J'y suis allée à cause du problème de ma petite fille. J'y suis allée avec le docteur. On ne pouvait pas leur parler aux propriétaires des champs. Ils se sentaient offensés, ils s'énervaient contre nous. Le dialogue était impossible. Con el mosquito puedes. Con mosquitos, sí. Puedes acercarte al máximo. O sea, al máximo, sí. Igual con tanque, con tractor, ¿viste? Lo máximo. Lo máximo. Sí. Acá no sé cómo lo están dejando. ¿Sí? ¿Viste que están las casillas y todo? ¿Qué hace la gente de las casillas? Ajá, no sé cómo nos dejan sembrar para curar, ¿viste? Ah. Porque dice que el veneno que mata a la gente. ¿Qué mierda? Si tomás vas a morir. Si no tomás no vas a morir. Son ocurrencias los ingenieros, qué sé yo, ¿viste? La réalité que je viens de découvrir est violente. Le soja transgénique est en train de repousser les hommes hors du paysage. Ils sont devenus inutiles, gênants. Je me sens coupable d'avoir laissé ma famille se faire contaminer aux agrotoxiques. Même quand j'étais enceinte, j'ai respiré les pesticides. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Ce sont des millionnaires, ces gens-là. Au pire, ils prennent une amende et ils continuent. En 15 ans d'agriculture transgénique en Argentine, il n'y a eu que 3 condamnations pour épandage illégal. Et le cas d'Aviaterrae n'est pas isolé. À tel point que le gouvernement a dû discrètement subventionner des centres d'aide aux enfants handicapés. Il y en a 4 dans la ville voisine de Sáenz Peña. Permiso, permiso.
Aucun enfant ici, dans cette pièce, ne peut marcher. Aucun. La majorité de nos patients viennent des zones rurales fortement exposées aux agrotoxiques. C'est certain. Nous envoyons notre soja chez vous pour nourrir les animaux que vous mangez. C'est une chaîne simple. Mais ceux qui en payent vraiment le prix, c'est nous. À force de voir des enfants malades débarquer dans leur cabinet, 300 médecins argentins se sont constitués en réseau de lanceurs d'alerte. Maria Cevezzo, une pédiatre plutôt conservatrice, a fini par devenir une militante de ce réseau. Je ne sais pas s'ils se rendent compte de la misère qu'ils génèrent. S'ils le savaient, ils ne le feraient pas. C'est très grave ce qui se passe. C'est un génocide. C'est un mot un peu fort, génocide, non? Oui, peut-être, mais beaucoup de gens meurent prématurément, avec des maladies agressives et très douloureuses. Ils souffrent beaucoup. Eduardo, le directeur du centre, se veut un peu plus prudent. Il y a toujours eu des handicapés, c'est difficile de dire pourquoi. C'est vrai qu'il y en a plus qu'avant. Mais peut-être aussi parce qu'ils sont moins dissimulés. Il y a 2 fois plus d'institutions spécialisées. Et ces mêmes institutions ont ouvert des annexes dans beaucoup de villages plus petits. Il y a 3 fois plus d'enfants déformés dans le Chaco. Je voulais confronter le gouvernement à cette réalité inconfortable. On a vu des gens malades. On a vu des enfants déformés. Et enfin, je me demandais pourquoi est-ce qu'on ne faisait pas une investigation scientifique digne de ce nom sur cette épidémie qui touche vos campagnes. Je ne dirais pas que c'est une épidémie. Oui, il y a des cas dans le Nord. Mais nous ne connaissons pas la cause du problème. Vous savez, là-bas, il y a beaucoup de mariages consanguins. C'est très isolé. Je ne vous dis pas que c'est la seule explication. En fait, c'est des médecins locaux qui vivent dans les villages et les villes et qui ont vu petit à petit surgissement des cancers. C'est vrai, il y a une corrélation assez claire avec l'avancée de la frontière agricole. C'est indéniable. Et c'est peut-être lié à l'utilisation des produits chimiques. On ne sait pas comment ils les appliquent. Ils ne font pas assez attention. La population est trop exposée. Et puis aussi, nous ignorons quelles sont les combinaisons de produits chimiques utilisées. Des combinaisons de produits chimiques? C'est la première fois que j'entends dire ça. Jusqu'à maintenant, je croyais que le Roundup de Monsanto, leur herbicide à base de glyphosate, était le seul répandu dans les champs. Qu'est-ce qu'ils mettent d'autre alors? Je reprends la route. J'aperçois un engin arrêté devant un champ de maïs. Coup de chance, il n'y a personne autour. Ok, ça marche. Donc on va voir ce qu'il utilise comme agrochimique. Profiter qu'il n'y ait personne. Ah, il y a plusieurs bidons. Vide Monsanto, là. Ça se voit pas, mais c'est du Roundup. Tu vois Monsanto, là? Et ça, c'est d'autres trucs. Il y a de l'atrazine, herbicide. C'est très dangereux, ce truc-là. Ils mélangent, en fait. L'atrazine est interdite en Europe. D'après une étude scientifique américaine, l'atrazine transforme les grenouilles mâles en femelles.
Et là, ça s'appelle basique, mais c'est du 2,4-D. Ça, c'est ce qu'il y a de plus dangereux. Le mélange de tout ça, c'est super dangereux. C'est le truc qui a été inventé par Dow Chemical, avec lequel ils ont défolié tout le Vietnam. Le 2,4-D, c'est l'un des 2 composants de l'agent orange, un herbicide militaire. Pour voir les ennemis qui se cachaient dans les forêts pendant la guerre du Vietnam, l'armée américaine désherbait les forêts. Ça fonctionnait très bien. Sauf pour les gens qui se trouvaient en dessous. Des milliers d'enfants déformés sont nés dans les années qui ont suivi. Aujourd'hui, les autorités sanitaires américaines affirment que le 2,4-D était le composant le moins dangereux de l'agent orange. Dow Chemical en vend partout en Argentine. La promesse des OGM, c'était toujours plus de technologie pour toujours moins de produits chimiques. En quelques jours à peine, je tombe sur des herbicides dangereux, mutagènes, qui imbibent les sols argentins. C'est de ces zones agricoles que part le soja qui nourrit les bêtes en Europe. Il me revient en mémoire les doutes de l'éleveur danois Petersen. Il avait filmé des dizaines de porcelets déformés. J'ai eu des cochons déformés par le passé. J'en ai eu à 2 têtes. J'en ai eu à tête d'éléphant. Comme tous les éleveurs, je m'étais plus ou moins habitué aux déformations. On en avait, c'était pas nouveau. Mais quand j'ai vu les enfants déformés en Argentine, je me suis dit qu'ils ressemblaient aux déformations de mes bêtes. Aujourd'hui encore, quand il accouche une femelle, Pedersen a peur de ce qui va sortir. Ils sont normaux, ceux-là? Oui, ceux-là sont normaux. S'il y a le moindre problème, pourquoi est-ce qu'on ne nous le dit pas? Il faut arrêter. On ne veut pas faire de la mauvaise nourriture pour les humains. ¿Qué necesitabas para conservar los recursos de tu tierra? Alguien que quiera cuidarla. Tous les soirs, à la télé argentine, Monsanto vante les qualités de son herbicide et dissimule l'essentiel. Celui-ci est devenu insuffisant. En el campo, 30 años de Roundup, 30 años de seguridad que se ve en tu campo. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis allé voir l'INTA, l'Institut national de technologie agricole. Ces fonctionnaires du gouvernement argentin sont les relais des multinationales transgéniques auprès des paysans argentins. Ils ont été souvent formés aux États-Unis et ce sont de fervents supporters des OGM. Mais depuis quelques années, dans les champs transgéniques comme celui-ci, ils font face à des ennemis mutants. Donc, tout ce qui est vert là, c'est des mauvaises herbes. Oui, en gros, c'est ça. Que s'est-il passé? En semant 30 millions d'hectares de soja transgénique résistant au glyphosate, en 3 ou 4 applications par an, aujourd'hui sont apparues de mauvaises herbes qui résistent au glyphosate. Alors il faut augmenter sans cesse? Bien sûr. Ce qu'on fait, c'est qu'on mélange différents ingrédients actifs pour que les mauvaises herbes ne réussissent pas à s'adapter aux herbicides. En mélangeant les ingrédients, on empêche qu'elles résistent. Vous faites des cocktails. Mais il faut dire que l'industrie transgénique nous aide beaucoup. Il semblerait surtout qu'elles se soient trompées, les firmes du transgénique. Elles avaient promis chaque fois moins de produits chimiques,
C'est le contraire qui se passe. Le glyphosate ne tue plus les mauvaises herbes. Pour en venir à bout, maintenant, il faut rajouter 3, 4 ou 5 produits chimiques. Les prochaines graines seront conçues pour résister à des combinaisons encore plus toxiques. C'était pas vraiment prévu. On peut se poser une question quand même. Les herbicides, on étudie leur danger un par un, n'est-ce pas? Mais est-ce que les cocktails sont étudiés? Non. Généralement, non. Alors, il y a un risque, non? Mais je ne crois pas. Si les produits ne provoquent pas de cancer, un par un, le fait de mélanger 2 ou 3 produits différents, je ne crois pas que ça va donner de cancer. Mais vous n'en êtes pas sûr? Non, je n'en suis pas sûr. C'est difficile que ça arrive, mais bon, ça peut exister. On ne connaît pas ça. À ce niveau-là, c'est difficile. Ces types sont honnêtes. En quelques phrases, ils viennent de m'avouer qu'ils sont dans le flou. Les fermiers argentins leur font confiance, puisqu'ils font partie du gouvernement, et eux, à leur tour, ils font confiance à Monsanto. Ils se disent qu'ils savent forcément ce qu'ils font. Et est-ce qu'ils savent vraiment chez Monsanto? Ou est-ce qu'ils jouent aux apprentis sorciers? Je vais passer un certain temps à essayer de joindre la première multinationale transgénique. Je finis par tomber sur une autre entreprise. Tiens, c'est Burson Marsteller qui s'occupe de la communication de Monsanto. De vieilles connaissances, une boîte de New York spécialisée dans la propagande. Enfin, eux, ils appellent ça les relations publiques, ça fait plus chic. En Argentine, pendant la dictature, Burson Marsteller travaillait pour le général Videla. Ils amélioraient son image. Pas facile parce qu'à l'époque, le dictateur a quand même fait assassiner 25 000 personnes. Il a d'ailleurs fini ses jours en prison. Mais ça, c'était il y a longtemps. Aujourd'hui, nous sommes encore plus forts, prêts pour le futur. Burson Marsteller, committed to being more. Hola. Sí, ¿con quién hablo? Ils ont donc retrouvé du boulot, apparemment, auprès de Monsanto. Principalement en évitant à la firme tout contact avec des journalistes. Sí, en este momento los bomberos están todos dispersos. En el país no están acá en Buenos Aires, pero bueno, te aviso, ¿te parece? Okay. Bon, en réalité, je ne suis pas vraiment surpris. Les cadres de l'industrie transgénique ne veulent surtout pas faire une grimace bizarre quand on leur demandera pourquoi leurs herbicides ne fonctionnent plus. Ils veulent rassurer le consommateur, associer les OGM à des produits 100% naturels. As a farmer, you believe. Monsanto dépense des millions de dollars dans des publicités hollywoodiennes qui vous mettent les larmes aux yeux. Évidemment, leurs ennemis de l'agriculture biologique trouvent ça un peu manipulateur comme message. Du coup, ils se moquent. Des scientifiques ont réussi à prendre les gènes d'une bactérie qui tue les insectes et les mélanger avec les gènes du maïs pour que le maïs devienne insecticide. C'est vrai, vous pouvez vérifier sur Google. Ouais, maintenant, c'est dans les magasins comme 100% naturel. Mais si vous voulez mon avis, en combinant génétiquement 2 organismes, c'est 200% naturel. Je suis un peu inquiet là d'avoir des bactéries sur mes doigts. Il y a quelque chose pour se les nettoyer, non? Non? Non, je suis sûr que ça ira. Ils en mangent tous les jours. Je pensais que le gouvernement argentin ne pouvait pas laisser polluer ses sols sans chercher à en connaître l'impact sanitaire. On n'a pas testé
la dangerosité de tous ces produits chimiques mis ensemble. Est-ce qu'ils ont des interactions? Est-ce qu'ils développent des dangers qu'on ne connaissait pas? Bon, il faudrait le faire combinaison par combinaison. Oui, évidemment, il faut l'étudier. Mais alors moi, ce qui me surprend beaucoup, si vous voulez, c'est qu'on a investi beaucoup de recherche et de sciences dans l'élaboration de semences transgéniques qui fonctionnent. Et on a investi 0 recherche et sciences pour comprendre ce qui se passait dans ces villages. C'est sûr. Ils font rien, le ministère de Santé publique? J'en sais rien. Il faut vous rapprocher du ministère de la Santé. Le ministère de la Santé argentin n'a rien fait. La seule étude de santé sur l'impact de l'agriculture transgénique a été menée par des professeurs de médecine de l'université de Rosario, avec leurs propres moyens. Chaque année, ils mobilisent 1700 étudiants pour interroger 90 000 personnes. Ce n'est plus une enquête épidémiologique, c'est un péplum. Les étudiants enfilent un t-shirt orange moche et s'installent dans les villages agricoles alentours. Ils dorment dans des gymnases et passent toute la population à l'interrogatoire médical. Ils demandent aux gens de quoi ils sont malades. On travaille maison par maison. On pose des questions. Par exemple, on demande si quelqu'un a souffert d'un cancer. Et si oui, en quelle année et quel type de cancer? On pensait au début qu'on tomberait sur des hypertensions ou des diabètes, ce qu'on trouve le plus souvent dans les statistiques officielles en Argentine. Et vraiment, on a été surpris quand on a reçu les données. Il y a quelque chose qui se passe dans notre environnement qui affecte la santé des gens. L'augmentation des taux de cancer est spectaculaire. Regardez là, c'est 40% de plus en un an. À Maria Susana, plus 110%. Et là, 250% de plus. Et là, on a vu qu'il y avait un point commun. Tous ces villages sont encerclés d'agriculture transgénique. Et la ligne de fumigation arrive à chaque fois au bord du village. Le gouvernement argentin sait que l'économie du pays dépend totalement du transgénique. Et la vérité, c'est que l'Argentine est trop pauvre pour pouvoir s'en passer. Ce problème n'est pas dû aux OGM en particulier. C'est lié à l'intensification de l'agriculture industrielle et donc à l'augmentation de l'utilisation des produits chimiques. En fait, c'est le coût humain du miracle argentin. C'est en fait les victimes du miracle argentin. Il y a toujours des victimes, malheureusement. Ce genre de phénomène est très difficile à contrôler. ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta que camina! ¡Sí a la vida y no a Monsanto! Porque Monsanto es veneno, Monsanto es corrupción. ¡Chao Monsanto! ¡Chao Monsanto! 15 ans après l'arrivée massive des OGM en Argentine, la méfiance de l'opinion publique cristallisée sur Monsanto est de plus en plus forte. Et elle ne concerne plus seulement une poignée de gauchistes. Les manifestants défilent sous le portrait de l'autre grand produit d'exportation argentin, Ernesto Che Guevara. Comme leur héros, ils voient la main de l'Empire américain partout, même derrière le soja OGM. Jamais à court d'une théorie du complot. Sauf que là, pour une fois, ils n'ont pas tout à fait tort. En 2012, à Londres, Wikileaks avait alimenté leurs craintes en dévoilant, une fois de plus, des documents secrets
du gouvernement américain. Cette fois, il publie 250 000 messages venus des ambassades américaines à travers le monde. Une vue imprenable sur les cuisines de la dernière superpuissance mondiale. Tiens, je vais taper un mot-clé. Biotech, c'est comme ça qu'on appelle les OGM aux USA. Surprise, il apparaît plus de 1000 fois. La diplomatie américaine se passionne donc pour le soja ou le maïs OGM. En fait, ça va plus loin. Les ambassades américaines se sont littéralement transformées en représentants de commerce au service des multinationales du transgénique, jusque dans les moindres petits détails. À Buenos Aires, en 2008, l'ambassade joue les agences de voyage. L'ambassadeur américain en personne ambiance une douzaine de journalistes argentins avant qu'ils ne partent, tout frais payés, vers le siège de Monsanto. Mathias a participé à l'un de ces voyages. Quand une entreprise comme Monsanto invite des journalistes dans des voyages comme celui-ci, vous ne pensez pas que le vrai but, c'est que vous les aidiez avec des articles positifs à contrôler l'opinion publique ? Bien sûr, c'est leur intention. Ce n'est pas dissimulé, sinon ils ne vous inviteraient pas. Ils sont assez ouverts, en fait. Ils vous ouvrent leur labo, vous pouvez vous balader avec quelques limites, bien sûr. C'est de la génétique. Mais pour n'importe quel journaliste agricole ou économique, c'est une visite intéressante. On a vu, c'est public, que l'ambassade américaine a beaucoup aidé Monsanto dans ses plans d'installation en Argentine. C'est pas que l'ambassade aide Monsanto. L'ambassade travaille activement pour Monsanto. C'est une politique d'État. Toutes les ambassades des États-Unis travaillent en faveur de la diffusion du transgénique agricole. Ils appliquent à l'échelle globale un modèle agricole qui va alimenter le monde et qui leur permettra de dominer le marché agricole mondial. Le gouvernement américain n'a pas souhaité évoquer avec nous cette étrange fusion avec les entreprises privées du transgénique. Mais nous avons déniché un document. C'est une conférence filmée par une université américaine. L'homme qui va s'exprimer, c'est le monsieur OGM du ministère des Affaires étrangères. Et il dit tout. Je viens du département d'État et beaucoup de gens se demandent « mais qu'est-ce qu'il fait là ?» Je croyais qu'on parlait d'agriculture. Eh oui, nous, au département d'État, l'agriculture, ça nous intéresse. C'est une question de sécurité alimentaire, mais aussi de sécurité économique, de sécurité énergétique. Et comme nous le savons depuis 2008 et les émeutes de la faim, c'est aussi une question de sécurité nationale. Voilà, c'est dit, avec le sourire, mais c'est dit. L'agriculture transgénique, c'est comme les armes ou le pétrole, de la géopolitique, du pouvoir, en quelque sorte. Future of America is secure. Dans la guerre mondiale des transgéniques, le pays qui résiste le plus au rouleau compresseur américain, c'est la France. Dans les câbles révélés par Wikileaks, je découvre que l'ambassade américaine à Paris est très mobilisée pour le transgénique. D'ailleurs, elle a identifié une bête noire, José Bové. Son nom apparaît plus de 100 fois dans les messages que l'ambassade envoie à Washington. Il souligne que le moustachu anti-OGM a réussi à gagner la sympathie des Français. C'est contrariant. Dépenser autant d'argent et d'énergie pour séduire l'opinion publique et se faire coiffer au poteau par un paysan en chemise à carreaux, armé d'un marteau acheté à 12,50 €. Il est hors de question qu'on prenne le chant du paysan pour la paillasse d'un laboratoire. Au détour des câbles, je découvre un petit complot croquignolet. Ça pourrait ressembler à une aventure des pieds nickelés si ça ne concernait la première puissance mondiale. Tout
tout s'est passé à l'ambassade américaine à Paris. En 2007, l'ambassadeur Craig Stapleton va réunir les firmes transgéniques américaines et un mystérieux agriculteur français. Ils veulent forcer le gouvernement français à accepter les OGM. Une idée sort du chapeau. Et pourquoi est-ce qu'on ne boycotterait pas le champagne français ? Emporté par sa fougue, l'ambassadeur écrit au président Bush, dont il est très proche. Il lui dit en gros « Exerçons des représailles. S'ils ne veulent pas de nos OGM, eh ben on n'a qu'à interdire leur champagne. » Bush ne donnera pas suite. Qui veut expliquer aux Américains qu'ils vont devoir se priver de champagne pour que Monsanto puisse vendre de l'herbicide ? Reste un mystère. Qui est l'agriculteur français qui se livre à ce petit manège avec les Américains ? Son identité est restée confidentielle. Nous partons à sa recherche. En fouillant dans les documents américains, j'ai découvert un indice, un sigle, AGPM, c'est-à-dire Association Générale des Producteurs de Maïs Français. Les exploitants de maïs rêvent depuis longtemps d'être autorisés à cultiver des OGM. Est-ce qu'ils se seraient laissés séduire par les soirées de l'ambassadeur ? Ça tombe bien, l'Association des producteurs de maïs organise une rencontre d'agriculteurs à Nantes. Entre autres, pour exiger l'autorisation des OGM en France. Ils doivent rencontrer le ministre de l'Agriculture français. Je vais essayer de retrouver le président de l'Association des producteurs de maïs, Christophe Thérin. Peut-être qu'il en sait plus. Ah, le voilà. Bingo. C'était bien lui l'invité mystère des soirées de l'ambassadeur. Moi, j'ai eu l'occasion de croiser des producteurs américains qui étaient venus à l'ambassade. Quel était leur état d'esprit à ces gens-là ? Ces gens-là qui disent « Vous êtes dans un pays bizarre ». Voilà, c'est leur premier réflexe, parce que pour eux, il n'y a même pas de débat sur le sujet. On parle de frapper le champagne parce qu'il n'y a pas d'OGM sur le territoire. En général, quand vous croisez un Américain, vous avez toujours cette allusion-là à la représailles commerciale dans laquelle il y a toujours le champagne, il y a toujours le roquefort. Quoi. Donc, et c'est vrai qu'il n'est pas impossible que dans les discussions que l'on peut avoir à ce moment-là, on ait évoqué ces sujets-là. Vous n'avez pas eu l'impression que vous étiez dans un épisode de la guerre économique entre l'Amérique et l'Europe ? Non, je n'ai pas eu ce sentiment-là. Non, vous savez, bon... Quand vous rencontrez les Américains, c'est leur idée à eux. Ils ont repéré que vous étiez favorable aux OGM et ils vous invitent, ou bien c'est vous qui... Ah non, c'est plutôt nous qui sommes en recherche, je dirais, de référence et éventuellement de compréhension. Il se trouve qu'en France, il y a eu un mouvement d'opposition, notamment mené par José Bové et ceux qu'ils ont appelés les faucheurs volontaires. Et à ce moment-là, nous n'étions pas dans une démarche, je dirais, de persuasion, de communication. Et il y en a perdu la bataille. Aujourd'hui, Christophe Thérin compte bien la gagner, la bataille. Quand le ministre de l'Agriculture arrive, il est le premier à l'accueillir. Les sourires sont de façade. En fait, la situation est explosive. Et on fera tout pour... Les producteurs de maïs français veulent des OGM. Ils pensent pouvoir améliorer leur production de 10%. Écoutez, c'est pas la peine. Ce jour-là, je me suis dit, ministre de l'Agriculture, c'est pas génial comme boulot, en fait. Parfaitement entendu, ce n'est pas la peine d'hurler. Nous refusons la mise en culture des OGM. Je sais... Pour quelle raison? Je sais le côté passionnel du débat qu'il y a sur ce sujet. Et la recherche, elle est où? Alors, la question des importations dans l'alimentation, en particulier du fameux soja, j'en suis parfaitement conscient. Faudra-t-il... Mais est-ce que vous pouvez... Non, mais c'est du n'importe quoi. Alors, je vais finir et après, je vous laisserai et vous pourrez faire ce que vous avez envie de faire. J'en ai conscience. C'est pourquoi
Le contrat que je souhaite passer avec vous, c'est un contrat de confiance. Merci. J'ai le sentiment d'être plongé dans une illusion d'optique. À première vue, voilà une sympathique occasion de se taper la cloche entre copains. Et en fait, c'est la coulisse d'une guerre de basse intensité. Cette guerre, elle n'est pas livrée par des soldats, mais par des agents d'influence. À quoi ça ressemble, un agent d'influence? Sans doute un peu à ce monsieur, là, sur la droite de l'image. De toute évidence, il n'est pas monté sur un tracteur depuis bien longtemps. Il parle anglais et défend les intérêts d'une multinationale transgénique américaine, Pioneer. Hello, sir. We're doing a documentary about GMO. You work for Pioneer? Il y a plusieurs sortes d'agents d'influence. Il y a ceux qui fuient les caméras, ceux qu'on voit à la télé et dont on ignore qu'ils le sont. Hi, I'm Buck Marshall. Et puis il y a les faux, qui sont les plus rigolos, comme Buck Marshall, un lobbyiste inventé par une chaîne de restaurants américains anti-OGM et qui fait un carton sur Internet. Bonjour, je suis Buck Marshall. Vous ne le savez pas, mais il y a une guerre contre la faim aux États-Unis. Et je suis en première ligne. Je me bats pour de la nourriture pas chère ou des trucs pas chers qu'on peut manger. Ce combat est mon honneur. Je me bats pour que les OGM ne soient pas étiquetés, que les écoles continuent à servir de la nourriture industrielle. Je le fais pour empêcher que les prix de la nourriture augmentent, ce qui conduirait à la famine. Je voulais en rencontrer un vrai d'agent d'influence. On en trouve beaucoup à Bruxelles. C'est ici qu'est le Parlement européen. C'est ici que s'écrivent les lois qui vont régir notre quotidien. C'est donc là que l'industrie transgénique a installé son lobby. Europa Bio. Comme son nom ne l'indique pas, Europa Bio est au service de Monsanto, Syngenta, DuPont, bref, tous les grands noms des OGM. Aujourd'hui, Europa Bio organisait une réunion dans un grand hôtel. Le thème, les OGM peuvent résoudre la faim dans le tiers-monde. Notre caméra est tolérée, mais juste dans les couloirs. Dans la famille agent d'influence, Patrick Moore est le plus radical. C'est un ancien de Greenpeace, passé à l'ennemi. Bonjour, je m'appelle Patrick Moore. J'ai cofondé Greenpeace dans les années 70, pendant que je passais mon doctorat en écologie. Puis depuis 25 ans, je suis devenu un écologiste indépendant. Et maintenant, je dirige la campagne pour le riz doré. Patrick Moore a quitté l'organisation écologiste il y a presque 30 ans. Apparemment en mauvais termes. Depuis, il parcourt la planète pour faire de l'anti-Greenpeace. Il soutient notamment l'industrie nucléaire, minière, transgénique, et il trouve aussi que le réchauffement climatique, c'est épatant pour la planète. Il est extrêmement probable qu'une température plus élevée qu'aujourd'hui soit bien meilleure qu'une température plus fraîche. Le métier de Patrick Moore, c'est l'événementiel. Au chapitre OGM, il a lancé une campagne en faveur du riz doré. Ce riz expérimental, enrichi en bêta-carotène, est la réponse de l'industrie transgénique aux carences en vitamine A chez les enfants du tiers-monde. Pour Patrick Moore, tous ceux qui critiquent le riz doré sont coupables de génocide. 2 millions d'enfants meurent chaque année. Leurs parents les regardent mourir parce qu'ils n'ont pas de vitamine A. Le riz doré peut les soigner. Pourtant, Greenpeace continue de mentir et raconte qu'il pourrait y avoir des problèmes avec ce riz. Ils mentent et ils causent la mort. C'est un crime contre l'humanité. Il y a d'autres personnalités de poids ce matin. L'homme à la cravate rouge, c'est le ministre anglais de l'Environnement, Owen Paterson. C'est un fervent partisan des OGM, mais il est un peu gêné d'être filmé ainsi dans un événement organisé par l'industrie transgénique.
Au bout d'une heure, on sent bien qu'on est de trop. Jules, un membre de notre équipe, va être très sérieusement encadré. Ce qu'on veut, c'est juste que vous ayez ce dont vous avez besoin, mais aussi que ce soit pas, que les gens soient bien au courant comment vous avez utilisé, etc., et que ça reste dans le contexte de votre documentaire. Bien sûr. Voilà, on s'entend. On s'entend. Très bien, merci. Super, on s'entend. Merci, madame. Mais c'est une blague ou quoi? Je suis invité ici, j'ai l'accord du service de presse, je n'ai pas de caméra, j'ai le droit de me balader pour aller voir les intervenants. Je demande tout simplement. Et donc j'ai plus le droit de bouger maintenant? Non, mais c'est juste parce qu'on peut pas filmer dans la salle. C'est bien, mais j'ai le droit de me déplacer comme n'importe quelle personne ici. Oui, vous avez le droit de vous déplacer. Ben, je sais pas, parce que non, à chaque fois que je bouge, il y a quelqu'un qui me demande où je vais. Mais est-ce que je suis en train de filmer? Je suis pas en train de filmer. Allez-y. Mais je sais, mais Allez-y. Ah bah, c'est gentil. Notre caméra commence à déclencher des comportements étranges. Voilà que le chef de la sécurité se met à parler à sa montre. La salle est pleine de cadres de l'industrie transgénique. Ils veulent discuter de leur stratégie en toute liberté. Pas de caméra, donc. Quand les débats commencent, les portes se ferment. Mais en tendant bien l'oreille et notre micro, on entend ce qui se dit. Tiens, c'est le ministre britannique pro-GM qui parle du riz doré, justement. On the golden rice, I mean, I do think this is the absolute Manichaean issue. Someone is going to get them and lose this one, and then the dam will be broken. And I just find it completely extraordinary that rational human beings can oppose a technology which could stop a small child going blind every second. But I do think the golden rice battle is absolutely fundamental. Soudain, la frontière est floue. Le ministre est-il un haut fonctionnaire ou un agent d'influence pour l'industrie transgénique? Depuis cette rencontre, il a été viré du gouvernement britannique, sans raison officielle. Tous ces gens sont-ils là pour les enfants du tiers-monde ou juste pour les intérêts de leur entreprise? Cette dame élégante, c'est la représentante de Monsanto pour l'Europe. On peut parler français en plus. Non, je suis vraiment désolée. S'il vous plaît. Il y en a pour 2 minutes. Je sais. Mais comme vous le disiez, il faut amener le message aux citoyens. Elle part en courant dès qu'elle voit notre caméra, comme d'habitude. Les lobbyistes pro-GM nous encouragent plutôt à interviewer le grand défenseur du riz doré OGM, Patrick Moore, celui qui accuse Greenpeace de crimes contre l'humanité. Juste avant l'interview, je découvre sur le site de l'institut qui développe le riz doré que celui-ci n'est toujours pas prêt. Il doit être évalué. C'est pas Greenpeace qui bloque. Patrick Moore aurait-il essayé de nous enfumer? Right now, is the research about golden rice stopped? The research on golden rice has been given a big boost by the Bill and Melinda Gates Foundation. So it's going on? It's going on. So nothing is stopped? Yes, it's stopped that golden rice is not allowed to come into commercial use, so no one can eat it. But correct me if I'm wrong, but the institution that is working on research on golden rice said they needed a couple of years more to be able to commercialize it. No, they need a couple of years more to comply with the ridiculous regulations that have been put in place to stop it. Nous voulions parler à Patrick Moore de la situation en Argentine. Les enfants déformés, les cocktails inconnus de pesticides répandus sur les champs transgéniques. Qu'en pensait-il, lui, en tant que militant pro-OGM? I believe it's a myth. I do not believe it for a second because I know the science. It's made up. Okay. Because, we went there in Argentina. And you saw people who were sick? We saw people who were sick. In Argentina? Yes. You expect to see nobody sick in Argentina? Look, this is from Rosario's hospital. I know this paper. You do? It's a lie. I just say... How can you say it's a lie? Because it is a lie. Because it's making it up using false information. There is no way that glyphosate is linked to these cancers and things that these people are saying. It's not true. It is made up.
Made up. But you go. This has nothing to do with what I'm doing. Nothing. Zero. I'm not even interested in it. But you still go on the record saying something about it. You go on the record saying that it's a lie. My understanding of it is that it's a fabricated lie. Okay. Yes, I do not believe that glyphosate in Argentina is causing increases in cancer. You can drink a whole quart of it and it won't hurt you. You want to drink some? We have some here. I'd be happy to, actually, but not really, but... Not really? I know it wouldn't hurt me. If you say so, I have some glyphosate. No, I'm not stupid. Okay, so you... No, but I know so it's dangerous, right? No, people try to commit suicide with it and fail fairly regularly. Tell the truth. It's not dangerous to humans. No, it's not. So you're ready to drink one glass of glyphosate? No, I'm not an idiot. Interview me about golden rice. That's what I'm talking about. Okay, then it's finished. Then the interview is finished. That's a good way to solve things. Yeah. You're a complete jerk. C'est pas dangereux, on peut en boire. Le truc est vieux comme la propagande, utilisé auprès des Africains pour leur vendre un remarquable insecticide qui venait à bout de tous les moustiques, le DDT. Miam miam. J'espère que le grand chasseur blanc avait l'estomac solide, parce qu'aujourd'hui, on sait qu'il ne tuait pas que les moustiques, le DDT. Depuis 15 ans, l'industrie transgénique le répète. Les OGM sont sans danger. Des millions de gens en mangent tous les jours et personne encore n'est tombé raide mort. Les OGM sont testés par l'industrie elle-même sur des souris pendant 3 mois. Et tout se passe bien. En septembre 2012, pour la première fois, une équipe de scientifiques français très critiques vis-à-vis de l'industrie transgénique va nourrir ces mêmes rats avec un maïs OGM aspergé de Roundup. Mais cette fois, l'expérience a lieu non pas sur 3 mois, mais sur 2 ans. C'est-à-dire une vie entière. Des rats nourris aux OGM pendant 2 ans ont développé des tumeurs. Les résultats sont alarmants. L'étude révèle un taux de surmortalité inquiétant chez les rats nourris au maïs transgénique. Que dit exactement l'étude? La majorité des rats nourris aux OGM et au Roundup meurent avant l'âge normal. Les femelles nourries aux OGM développent 2 fois plus de tumeurs que les autres. En revanche, les mâles nourris aux OGM ne développent pas plus de tumeurs, mais ils connaissent des atteintes au foie et aux reins. Et bizarrement, ce ne sont pas les rats qui ont mangé le plus d'OGM au Roundup qui tombent le plus vite malades. L'étude est validée par des scientifiques. Elle est publiée dans une prestigieuse revue américaine. Pour l'industrie transgénique, la situation n'a jamais été aussi dangereuse. Pour l'équipe du professeur Seralini qui a réalisé l'expérience, c'est le début des problèmes. Ça a donné une espèce d'affolement complet des lobbies qui téléphonent au Premier ministre, qui téléphonent au CNRS, qui téléphonent à notre université et qui, en 24 heures, disent que c'est des fraudes, etc. Alors, ils ont été jusqu'à faire pression sur les organismes qui nous avaient financés, ils ont fait pression sur l'université et ils ont fait pression sur la revue qui nous avait publié. Très vite, l'étude va être attaquée par les régulateurs français, les experts qui autorisent les OGM. Ils dénoncent des problèmes de méthode. Il y a 1 mois, l'étude choc du professeur Seralini avait jeté le trouble sur la dangerosité des OGM. Aujourd'hui, 2 organismes d'État ont rejeté ces conclusions, mais reconnaissent qu'il faut mener d'autres études sur 2 ans. Si les femelles nourries au maïs OGM ont 2 fois plus de tumeurs que celles du groupe témoin, ce serait le fait du hasard. Quand on fait ce type d'études, on choisit au hasard les animaux. Et là, le hasard a fait qu'on avait un groupe témoin qui est un peu particulier. Le scientifique qui réagit le plus violemment contre l'étude de Seralini est un Américain dont le site Internet est financé par l'industrie des OGM. Richard Goodman a travaillé directement pour Monsanto entre 1997 et 2004. Aux États-Unis, on mange des OGM depuis 1996. Et pour l'instant,
il n'y a jamais eu aucun cas documenté d'allergie ou de toxicité ou de problèmes nutritionnels. En février 2013, Goodman intègre la direction de la revue qui a publié l'étude de Seralini. Malgré ses liens avec l'industrie, il devient leur spécialiste OGM. Quelques mois plus tard, l'étude est dépubliée. Ces gens-là nous ont diffamés et ont fait quand même rétracter notre étude au bout d'1 an et 2 mois. Pour Seralini, ce devrait être le déshonneur, mais il continue ses recherches, notamment sur le Roundup. Il révèle ainsi l'existence d'un composant 1000 fois plus toxique que le glyphosate dans le célèbre herbicide de Monsanto. Et puis des centaines de scientifiques du monde entier prennent sa défense et crient à la censure. De la même manière que quand on nous dit que les rats sont trop sensibles, il vaut mieux avoir des rats sensibles aux tumeurs quand on veut étudier les effets des tumeurs, parce que je crois que la population humaine est assez sensible aux tumeurs. En juin 2014, coup de théâtre. Seralini revient avec la même étude sur les rats. Il la republie et rend tous ses résultats publics. Et 5 éditeurs révoltés nous ont proposé de nous republier. On donne tous nos résultats à la communauté scientifique en ligne avec toutes les données brutes. Et maintenant, en fait, Monsanto, ils font pareil, ils donnent tous leurs résultats. Non? Et Monsanto, évidemment, ni même Monsanto, ni même les ministères auxquels il fournit ou les agences sanitaires auxquelles il fournit ces données ne veut traiter ça de manière publique. C'est confidentiel. On ne peut pas, nous, citoyens, savoir... Ni un citoyen, ni même un scientifique lambda dans une université n'a pas accès. Vous vous rendez compte, au XXIe siècle, à une analyse de sang qui a servi à autoriser le Roundup ou un OGM, ce qui est incroyable. Demandez à Monsanto les tests qu'ils ont fait avec du soja Roundup donné à long terme aux animaux. C'est 0 pointé. Ils n'ont rien fait. Aujourd'hui, à Paris, quelques dizaines d'opposants aux OGM se sont réunis pour dénoncer l'existence d'un cheval de Troie de l'industrie transgénique. C'est un traité commercial au nom barbare, le TAFTA. Le TAFTA, aussi appelé TTIP, est un traité entre les États-Unis et l'Europe. Il est encore en négociation. Mais pour cette poignée de manifestants, le traité est un piège. Si jamais le TAFTA passe, il est tout à fait évident qu'on ne pourra plus interdire les OGM. C'est fini. Pour l'instant, les activistes anti-traités ont bien du mal à mobiliser. Le traité est trop technocratique. J'envisage de tenir un discours que vous ne comprendrez pas. Car il serait bien entendu, ce n'est pas de mon intérêt que vous compreniez quoi que ce soit au sujet. Hein, vous l'avez compris. J'attends juste que nos alliés passent. Merci la famille pour cette protection rapprochée. Le TAFTA, c'est nous. Ce que craignent les écologistes, c'est qu'après ce traité, les lois de commerce soient plus puissantes que celles de la santé publique. Et pour rendre leurs propos compréhensibles, on va dire qu'ils n'ont pas peur d'exagérer. La démocratie! Ah bah, la démocratie! Le Troïka Party va s'occuper de vous. Avec le TAFTA, vous goûterez nos OGM. Vous les aimerez et vous comprendrez que la nature a un prix, le nôtre. Vive Troïka Party! À bas la démocratie! Tout simplement, je représente l'élite économique du secteur pharmaceutique aujourd'hui. Vous ne seriez pas intermittent du spectacle, plutôt ? Je ne suis pas intermittent du spectacle, mon cher ami, absolument pas. Et d'ailleurs, les intermittents du spectacle, ils ont intérêt à bien se tenir. Vous êtes pour pour qu'il y ait des OGM partout, non ? Alors, non, en fait, là, c'était ironique. Ah bon ? Là, on se met dans la peau des oligarques qui sont en train de négocier dans le Shangri-La actuellement. Vous voyez les sbires là-bas ? D'accord. Eux les protègent. Ce jour-là, dans les salons climatisés du grand hôtel Shangri-La, se tenait une réunion de VIP pour célébrer le TAFTA TTIP. Changement d'ambiance. Ici, tout n'est que luxe, calme et moquette qui s'enfoncent sous les pieds. Il s'agit d'une assemblée de grands patrons américains et européens. Ils se réjouissent du traité. C'est une excellente affaire.
D'après eux, il permettra une augmentation de 200 milliards de dollars du produit intérieur brut pour l'Europe et les États-Unis. À la base, l'idée du traité est simple et semble frapper de bon sens. Savez-vous par exemple qu'il est difficile de vendre des voitures européennes aux États-Unis et vice-versa parce que les normes ne sont pas les mêmes. La taille des phares, des poignées, des pare-chocs, tout est très réglementé et tout est différent d'un continent à l'autre. Le TTIP et TAFTA se proposent de tout harmoniser entre les deux continents. Sauf que certains députés européens croient y voir des intentions moins louables. Les Américains ont tout intérêt à faire tomber nos règles, de manière à augmenter leur part de marché. Nous sommes 500 millions de consommateurs, ils sont 350 millions. Donc tout l'intérêt de leur côté, beaucoup plus que du nôtre. Alors, moi, je ne suis pas du tout contre qu'on essaye d'améliorer la balance commerciale des Européens et qu'on exporte davantage. Je pense qu'on en a besoin. Mais pas au détriment de ce que nous avons construit pendant 25 ans. The chickens are slaughtered, they're thrown in these water tanks to chill, then chlorine is added, of course, to reduce the risk of bacteria and cross-contamination. Aux États-Unis, par exemple, le poulet industriel est lavé à l'eau de Javel avant d'être vendu sous barquette. Ce poulet est interdit à la vente en France. Pour l'instant. Après le traité, c'est moins sûr. Nous avons un système de protection des consommateurs qui est infiniment meilleur et nous avons des règles de protection sanitaire, environnementale et sociale qui n'ont rien à voir avec les règles américaines. Le premier enjeu est donc le maintien de nos règles, que les Américains veulent évidemment mettre par terre, parce que ça ne les arrange pas du tout, qu'on étiquette comme on le fait, qu'on mette l'origine des produits, qu'on mette s'il y a des OGM, pas d'OGM, qu'on mette les additifs, etc., etc. À Bruxelles, les négociations pour le traité se déroulent derrière des portes closes. De temps en temps, les négociateurs sortent pour répondre à quelques questions. Il y a un Américain et un Européen. Ils parlent la langue des grands traités. Sur les OGM, nous avons posé une question claire et obtenu une réponse compliquée. Notre législation de l'OGM n'est pas négociable. On peut discuter l'application concrète, mais toujours... C'est-à-dire l'application concrète. Qu'est-ce que vous entendez? Parce que non, mais je vais vous dire, c'est très simplement. Écoutez, les questions que nous avons toujours discutées, et avec les États-Unis, et avec le Canada, avec les pays tiers, c'est comment est-ce que les différentes applications progressent dans notre système réglementaire. Oui, c'est ça que nous avons toujours fait, ça c'est ce que nous continuons à faire. Merci beaucoup. Donc, rien n'est négociable dans les réglementations européennes, sauf leur application. Enfin, je crois. Europa Bio, le lobby des OGM est plus clair. Il faut casser les règles européennes et ils ont même fabriqué un chouette dessin animé pour qu'on comprenne bien. Les fermiers du monde entier ont vu leurs bénéfices augmenter et rapidement l'industrie des OGM a prospéré. De l'Argentine à l'Australie et du Brésil aux États-Unis. En Europe, les politiciens ont décidé d'imposer des barrières bureaucratiques aux OGM, même pour la nourriture animale importée. C'est pour cela que les fermiers européens doivent attendre et attendre jusqu'à ce que de nouvelles plantes soient autorisées. Parce que la procédure d'approbation est lente et surpolitisée. C'est une espèce de guerre. Qui ne dit pas son nom, mais quand même, une guerre moderne. En vérité, une grande partie de l'Europe a déjà ouvert ses portes aux OGM. La France représente vraiment le dernier gros obstacle. Je me demande quel sera le pouvoir d'un homme politique français dans ce nouveau jeu. Excusez-moi, juste une question. Il y a un traité qui est en train d'être négocié en Europe, là, enfin, qui va commencer à être négocié, le TTIP, et tout le monde dit que peut-être... Le TTIP, alors stop, c'est quoi? Le traité de libre-échange, c'est la mise à niveau des normes sanitaires sur les trains américains. Puisqu'eux, ils considèrent qu'il n'y a pas d'études qui accréditent. C'est l'ouverture de négociations a eu lieu avant-hier. On ouvre des négociations avant-hier et vous me dites on va aligner les normes sanitaires européennes sur les normes américaines. C'est le souhait des Américains. Hein. Ah mais enfin vous l'avouez, c'est le souhait des Américains et le souhait des Européens, vous en tenez compte?
Est-ce que vous pourrez faire autrement? Eh bien, attendez, on n'est quand même pas dans un débat où c'est un grand coup de marteau qu'on va négocier quand même. Chacun a des intérêts et on défendra les intérêts. Parce qu'au-delà même de la question sanitaire, il y a aussi une question moi, qui m'intéresse encore plus que d'autres. C'est la question des indications géographiques protégées. En Amérique, ça n'existe pas. Ben, moi, et en Europe, c'est la France, les AOP, les AOC. Eh bien, ça, je le défends. Voilà. Donc vous négociez rien, Si le traité est signé, le ministre français va découvrir un monde nouveau où des multinationales pourront attaquer des gouvernements dans des combats d'égal à égal. Si une entreprise estime qu'un gouvernement veut la ralentir avec des règles trop contraignantes, elle peut lui demander réparation. En Amérique latine, par exemple, il y a un traité du même genre qui est en place. L'industrie du tabac attaque l'Uruguay à cause des avertissements santé sur les paquets de cigarettes. Mais le truc nouveau, c'est que ce n'est plus un juge qui tranche, c'est un arbitre. Les multinationales ne veulent pas avoir affaire aux juges nationaux. Considèrent que c'est trop favorable aux États et aux consommateurs. Donc, il faut des tribunaux arbitraux qui, eux, seront favorables aux multinationales. C'est quoi un tribunal arbitral? C'est des arbitres qui sont désignés par les parties ou qui sont prédésignés selon un système qui est fixé à l'avance et qui jugent à la place des juges. Pour vous donner un exemple concret, Monsanto n'est pas content de la clause de sauvegarde mise en place par la France. Elle va devant le Conseil d'État. Le Conseil d'État, il juge ce qu'il a à juger avec le temps qui convient. S'il y avait un tribunal arbitral, la France pourrait être condamnée à des milliards d'euros ou des millions d'euros. Le dommage et intérêt parce qu'on ne veut pas d'OGM. Voilà, exactement. En disant, vous n'avez pas le droit de dire que vous ne voulez pas d'OGM. Ces arbitres vont dicter les nouvelles règles du jeu sur la planète. Ils sont très peu nombreux et n'aiment pas passer dans les médias. L'un d'entre eux a accepté de nous rencontrer. C'est une parole rare. Je suis parfois débordé par le sentiment d'une responsabilité énorme. C'est humain. Je tranche sur des sommes considérables. Parfois, des centaines de millions d'euros sont en jeu ou d'importantes questions politiques. Le grand public se dit c'est une perte de souveraineté pour les États. Oui, bien sûr que les États abandonnent leur souveraineté. Mais ce n'est peut-être pas un mal. Une souveraineté excessive a aussi créé des guerres, des difficultés. Je ne suis pas un fanatique de la souveraineté étatique. Regardez un peu dans l'histoire combien d'atrocités ont été commises en vertu de la souveraineté étatique. Il y a tout de même un petit souci avec certains arbitres. Prenez Daniel Price, par exemple. Aujourd'hui, il est arbitre, mais c'est un proche de Bush et c'est aussi un ancien lobbyiste de Monsanto. Voilà ses déclarations de revenus. Comment peut-il être neutre? Quand on regarde de près qui sont les arbitres, alors vous êtes un arbitre-arbitre, mais il y a des gens qui sont arbitres et avocats d'affaires. Arbitres et lobbyistes. Alors, comment on fait? Vous avez mis le doigt sur un point sensible. Je suis d'accord avec vous sur ce point. Je suis seulement arbitre. C'est mon travail d'être arbitre. Il y a tellement d'intérêts en jeu que tout devrait être clair. Soit on est arbitre, soit on est avocat. On ne peut pas mélanger les deux métiers. Et ce sera fait. J'ai commencé cette enquête en me demandant ce qu'il y avait vraiment dans ma barquette. Au bout de mon voyage, c'est plus seulement sur ma nourriture que j'ai des doutes. C'est sur le sens de la démocratie. Aux États-Unis, en 2008, le candidat à la présidence, Barack Obama, avait fait la promesse d'imposer l'étiquetage des produits OGM. Here's what I'll do as president. I'll immediately implement country of origin labeling because Americans should know where their food comes from. Let folks know whether their food has been genetically modified because Americans should know what they're buying. Thank you very much. Aux États-Unis, l'étiquette vous dit tout. Combien de graisse, combien de sucre, combien de sel il y a dans votre popcorn. Mais vous ne saurez jamais s'il est OGM. C'est illégal d'informer le public. Obama avait promis de le changer.
il n'a toujours rien fait. Bloqué par une campagne féroce des industries OGM. Un seul État a eu le toupet d'autoriser l'étiquette OGM dans les supermarchés, le Vermont. Et il est poursuivi en justice par Monsanto pour atteinte au droit à rester silencieux. Quel que soit le choix des citoyens, l'industrie des OGM semble toujours réussir à imposer ses intérêts. Bon, en même temps, c'est vrai que je suis pas obligé de l'acheter, cette barquette. Candy, 一粒だ